pour son intervention qui est intitulée « Voter dans le silence des passions ». Voter ER dans le silence des passions. Cette causerie prend la suite de celle que j'ai donnée samedi à Bordeaux dans le forum anti-Le Pen de Bordeaux. À Bordeaux, j'ai commencé par dire « Vous habitez la plus belle contrée du pays. » À Strasbourg, je ne peux pas le répéter. Je dirais, de façon vérace, vous habitez la contrée la mieux ordonnée du pays. C'est sensible dès l'arrivée à la gare. Et pour moi, l'ordre des choses, se déplacer dans un monde où les choses sont rangées, c'est le repos de l'âme, si je puis dire. D'ailleurs, ma mère, quand elle était énervée, elle rangeait. Et l'ordre des choses bien rangées est pour moi comme une allusion à l'ordre des idées, à l'ordre des concepts, à un ordre symbolique stable, ayant réponse à tout, qui est pour moi comme une image du paradis. Donc disons que Bordeaux, c'est un paradis hédoniste. D'ailleurs, Sud-Ouest portait sur sa couverture, le journal de l'endroit portait sur sa couverture le jour où je suis arrivé, la Gironde est la région de France où il y a le plus d'arrêts de travail. Bordeaux est un paradis hédoniste, c'est le paradis du plaisir. Et Strasbourg, c'est le paradis de la pensée. Après ce compliment, qui sont destinés à me gagner votre bienveillance, je dirais tout naturellement que la politique, c'est le contraire du paradis. Tout d'abord parce qu'au paradis, tous les emplois sont fictifs. Les listes des champs qui ne filent ni ne tissent ont des emplois fictifs. Et au paradis, on suppose, il y a plusieurs théories, règne la bonne entente et le bonheur est supposé être atteint. En revanche, la politique peut être définie ce soir comme une dispute entre les êtres parlants, les par-lettres, comme dit Lacan, comme abrège Lacan, une dispute entre les par-lettres sur la voie qui convient le mieux pour atteindre le bonheur. Il y a une grande affinité entre la politique et la question du bonheur, et c'est pourquoi la politique intéresse tout le monde. On se désintéresse de la politique quand elle apparaît disjointe de la question du bonheur, quand elle apparaît impuissante à la résoudre. Parce qu'en effet, la politique, c'est aussi une discussion sur la meilleure répartition de la puissance. Alors pourquoi le silence des passions? Je dirais que c'est un souvenir de classe que j'ai, un souvenir
d'avoir lu ça dans Jean-Jacques Rousseau, et que Jean-Jacques Rousseau donnait une grande importance au silence des passions. Et pour l'instant, je relis le contrat social, je relis les discours de Rousseau, je n'ai pas encore retrouvé exactement l'endroit où il parle du silence des passions. Pourquoi le silence des passions? Parce que les passions sont bruyantes. Elles occupent et elles animent le champ de la politique. C'est ce qui fait que la politique a été volontiers censurée par les philosophes et les théologiens comme étant du champ des passions. Et donc les philosophes, aspirant à la sagesse, n'avaient rien à faire dans le champ de la politique. Que faire de la politique, c'était distraire le temps qui devait être consacré au sacré, précisément. Et donc, d'une certaine façon, quand nous votons aujourd'hui, nous entrons dans l'isoloir. L'isoloir, c'est une petite machine très simple qui est destinée à nous obtenir le silence des passions. Et d'ailleurs, le plus souvent, l'acte de vote est entouré d'une période préliminaire où on demande que tout le monde retrouve son calme. On n'a pas le droit de tenir des réunions le samedi, si je me trompe, on n'a pas le droit de diffuser des textes politiques le samedi. L'État, on organise quelque chose comme le silence des passions. On dit en anglais the cooling off period, une période pour se tempérer, se poser. Donc c'est important cette idée de silence des passions en rapport avec le vote. Le plus souvent, il faut reconnaître que les passions qu'on censure, ce sont les passions populaires. On censure les passions qui portent à l'émeute, qui portent à l'insurrection, qui portent à la destruction, en oubliant parfois que nous devons notre République à ces passions-là. Il est difficile de trancher dans l'absolu, n'est-ce pas? Je sens bien quand je lis les propos de mon ami Bernard-Henri Lévy, que pour lui, sa méfiance des passions populaires tient à ce que derrière toute émeute, il voit un pogrom. Moi, derrière toute émeute, je vois plutôt Camille Desmoulins entraînant le peuple du Palais Royal jusqu'à la place de la Bastille. Qui a raison, ce n'est pas une affaire de raison, c'est une affaire de schéma imaginaire. Mais enfin, disons, pour ne pas trancher ce débat, que ceux qui savent, les cognoscenti, ont toujours voulu introduire de la rationalité dans la politique. Et que toute la question est de savoir, est-ce qu'il ne demeure pas toujours un quantum de passion qui était inéliminable de la politique, et un élément qui ne peut pas être rationalisé dans la politique. En tout cas, il y a un débat à examiner entre la raison et les passions, ces deux termes étant ici antonymes. Alors aujourd'hui, nous avons eu par exemple une nouvelle, je dis des choses un peu générales, parce que j'ai été formé quand même comme professeur de philosophie, c'est pas parce que j'ai exercé la psychanalyse maintenant depuis longtemps qu'on est marqué par sa formation. Aujourd'hui, nous avons eu une nouvelle édition du conflit de la raison et des passions dans la polémique du vote utile. Le vote utile a été blâmé comme étant un vote par calcul. Et qu'à l'opposé du vote par calcul, on a célébré le vote non adultéré par le calcul. Le vote sauvage, en quelque sorte. Le vote tripal. Le vote spontané, pur. Le vote par conviction. Et de fait, j'ai vu s'exprimer des gens très attachés à voter selon leur conviction. La conviction étant censée témoigner de la sincérité, de l'authenticité d'une démarche qui aurait été faussée par le calcul utilitariste. Bien. Au fond, c'était admettre que le vote par conviction, pour ces laudateurs,
est un vote qui ne se préoccupe pas des conséquences pratiques, effectives, wirklich, de l'acte. Moi, j'ai toujours pensé que, on apprenait avec la psychanalyse, c'était le contraire, il fallait toujours se préoccuper d'abord, non pas des intentions, mais des conséquences dans la Wirklichkeit de l'acte. Et que ça, c'était pas seulement la leçon de Hegel, c'était la leçon de Freud. Que les intentions, justement, on se trompe sur ses propres intentions. Ce qui ne trompe pas, c'est le résultat de l'intention. C'est pour ça qu'on peut parler d'acte manqué. L'acte manqué, c'est précisément l'acte qui répond à une certaine intention, mais la vérité de l'intention se révèle dans l'effectivité de ce qui a été fait. Donc, j'ai vu des personnes qui attachaient beaucoup d'importance à voter selon leur cœur, selon leur passion, selon leurs rêves, selon la confiance qu'ils mettaient dans telle ou telle personne. J'admire comment des personnes qui ne sont pas nées de la veille continuent de mettre leur confiance dans des hommes politiques, dans des personnalités. Du point de vue, qu'est-ce que peut dire un analyste? Il n'y a pas de généralité. La majorité des analystes sont sous la table actuellement. Surtout que de ne pas se montrer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que moi je peux dire? J'ai le sentiment que ces votes qu'on prône, ce sont des votes de transfert sauvage. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de transfert sauvage, je l'ai vu. On ne laissera pas ça dans le compte rendu, je l'ai vu chez mon propre frère, pourtant psychanalyste, à un moment capté par Mélenchon, il s'est dit à aimer Mélenchon. Il s'est mis à me dire Mélenchon est formidable, Mélenchon habite dans un petit appartement modeste, plein de livres, Mélenchon n'a pas de permis de conduire, il n'a pas de garde du corps, et donc il prend le métro. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand votre frère tombe amoureux? Ça, c'est la parenthèse, ça fait du bien de le dire. Mais nous entendons très bien par ça, je me félicite des progrès de Mélenchon, etc. Je n'ai rien contre Mélenchon. Enfin, je n'ai rien contre Mélenchon, sinon qu'il a ravi le cœur de mon petit frère. Alors, avançons. Alors évidemment, par rapport à ça, le vote utile, c'est un vote par calcul, ça apparaît comme un vote non de cœur, mais un vote de tête, un vote spéculatif, anticipatif, puisqu'on spécule sur ce que les autres vont voter, un vote donc pas sincère, dépassionné. Alors le paradoxe, c'est que dans mon souvenir, là je ne peux pas vous donner de référence, parce que je n'ai pas tellement de temps de lire, je le prends dans le train, etc. Je suis en train de peut-être relire tout Rousseau, et mon ami Alain Gros-Richard, qui est le spécialiste, il est d'accord pour intervenir sur Rousseau, mais pour l'instant il a d'autres choses à faire, donc je cherche. Bon, Rousseau est le premier à dire qu'il faut dans le politique être dans le silence des passions, et lui était par excellence, comme disait le philosophe Éric Weil, le sujet révolté. Éric Weil décrit Rousseau comme le sujet révolté. Au fond, c'est ce qui nous donnera bien plus tard Albert Camus et l'homme révolté. Et il définit le sujet révolté comme Éric Weil comme le mal affranchi qui refuse les obligations du monde sans s'engager à refaire un autre monde. Donc c'est pas un révolutionnaire, c'est pas un réformiste, c'est un révolté. Et chez Rousseau, ça s'accompagne d'un véritable éloge de l'ignorance. C'est-à-dire ceux qui savent, eux, ne veulent pas des passions, etc. Mais Rousseau, à contrario, a fait dans le premier discours sur les sciences et les arts un véritable éloge de l'ignorance, que je ne veux rien savoir. Et on le retrouve aujourd'hui dans le je ne veux rien savoir d'un certain nombre de personnes. On leur dit, mais si vous votez comme ça aura tel effet. Je n'en veux rien savoir, je vote selon mon cœur. Alors, j'ai relu un article très intéressant de Léo Strauss, vraiment saisissant,